Exactement. Le calendrier papiste. Voilà. Il faut préciser pour Saint Paul, parce que sinon, c'est tout de suite perdu. Il est en exil. Souvenir de la nuit du 4. L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Le logis était propre, humble, paisible, honnête. On voyait un rameau béni sur un portrait. Une vieille grand-mère était là qui pleurait. Nous le déshabillions en silence. Sa bouche, pâle, s'ouvrait. La mort noyait son œil farouche. Ses bras pendants semblaient demander des appuis. Il avait dans sa poche une toupie en buis. On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies. Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies? Son crâne était ouvert, comme un bois qui se fend. L'aïeul regarda déshabiller l'enfant, disant « Comme il est blanc, approchez donc la lampe. Dieu, ses beaux cheveux sont collés sur sa tempe. » Et quand ce fut fini, il le prit sur ses genoux. La nuit était lugubre. On entendait des coups de fusil dans la rue où on en tuait d'autres. Il faut ensevelir l'enfant, dirent les nôtres. Ils ont pris un drap blanc dans l'armoire en noyer. L'aïeul, cependant, l'approchait du foyer, comme pour réchauffer ses membres déjà roides. Hélas, hélas, ce que la mort touche de ses mains froides ne se réchauffe plus au foyer d'ici-bas. Elle pencha la tête et lui tira ses bas. Et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre. Est-ce que ce n'est pas une chose qui nave, cria-t-elle. Monsieur, il n'avait pas 8 ans. Ses maîtres, il allait en classe, étaient contents. Monsieur, quand il fallait que je fisse une lettre, c'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va se mettre à tuer les enfants maintenant? Ah, mon Dieu, on est donc des brigands, on est donc des brigands. Je vous demande un peu. Il jouait ce matin, là, devant la fenêtre. Dire qu'ils m'ont tué ce pauvre petit tête. Ils passaient dans la rue, ils ont tiré dessus. Monsieur, il était bon et doux comme un Jésus. Moi, je suis vieille. Il est tout simple que je parte. Cela n'aurait rien fait, monsieur Bonaparte, de me tuer au lieu de tuer mon enfant. Elle s'interrompit, les sanglots l'étouffant. Puis elle dit, et tous pleuraient près de l'aïeul, que vais-je devenir à présent toute seule? Expliquez-moi cela, vous autres. Aujourd'hui, hélas, je n'avais plus de sa mère que lui. Pourquoi l'a-t-on tué? Je veux qu'on me l'explique. L'enfant n'a pas crié « Vive la République !» Mais nous taisions, debout et grave, chapeau bas, tremblant devant ce deuil qu'on ne console pas. Vous ne compreniez point, mère, la politique. Mais oui, monsieur Napoléon, c'est son nom authentique et pauvre, et même prince, il aime les palais, il lui convient d'avoir des chevaux, des valets, de l'argent pour son jeu, sa table, son alcôve, ses chasses. Par la même occasion, il sauve la famille, l'Église,
et la société. Il veut avoir Saint-Cloud plein de roses l'été. Où viendront l'adorer les préfets et les maires? C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand-mères de le pauvre doigt gris que fait trembler le temps cousent dans le linceul des enfants de 7 ans. Qu'est-ce qu'on en sait, les gars? Ce que c'est. Qu'est-ce que t'es? Dis-le, ce que t'es. On t'a posé une question. Tu parles pas français? Non? Tu comprends pas? L'adolescent ne dit rien. Il recule légèrement, un pas, à peine. Et il regarde les soldats les uns après les autres. Il fait un signe pour dire qu'il ne comprend pas. Il lève le bras et veut les mettre sur sa tête, puis se ravise, les rabaisse le long de son corps. Puis en arabe, il dit des mots que personne ne comprend. On sent, on devine ce qu'il veut dire. Il doit dire qu'il ne comprend pas et qu'il ne sait pas ce qu'on lui demande, alors que ses yeux disent seulement qu'il est terrorisé. Et la peur, il va essayer de la calmer en regardant sa mère et sa sœur, en regardant le vieux. Personne ne semble comprendre ce qu'il dit. Où caches-tu des armes? Où tu caches des armes, dis-le. La première fois qu'on le frappe, il ne bronche pas. À peine il sursaute. À peine il cligne les yeux. Sa voix tremble, c'est tout, pour dire qu'il ne comprend pas, ou qu'il ne cache rien, ou quoi. D'autres mots, impossibles à déchiffrer. Les armes, où elles sont? Dis-le. Il les regarde et ne répond pas. Où est-ce qu'il se planque? Non, il fait signe que non. Où ça? Mais tu le sais, dis-le. Il agite la tête pour dire non. Les fêles, t'en sais rien? Ils sont 2 soldats très près de lui et lui lancent des petites claques du bout des doigts sur le crâne, derrière la tête, dans la nuque. Les armes, où elles sont? Il ferme les yeux clignent, on entend le bruit sec des claques. Le garçon reste droit. Il retient sa respiration. On entend les claques, de plus en plus fortes, sur les joues, sur les yeux, sur le front. Il fronce les sourcils. On voit le tressaillement des muscles, des mâchoires, et il retient son souffle. Il fait le geste de ne pas savoir. Il dit non d'un mouvement sec, nerveux, comme un spasme. Il recule d'un pas. Il écarte les mains et met les bras en l'air. On le fouille, on ne trouve rien sous les vêtements que le tremblement de tout son corps. Et la sueur froide dans la nuque qui la tient, rigide. Et dès qu'on ne le frappe plus, il a les yeux grands ouverts. Et son souffle soulève sa poitrine et il respire très fort, par dehors, la bouche entrouverte. Dehors, on entend, on écoute, encore des portes qu'on force à coups de pied. On entend les jarres jetées à terre qui se fracassent contre le sol, et des enfants, des bébés qui pleurent, et des chiens qui aboient. Puis, un coup de feu, on sursaute. Des chèvres, un chien. Quelqu'un a abattu un chien. On fouille l'adolescent, puis les autres. Quelqu'un tâte la djellaba de la fille. Puis la fille regarde sa mère alors que ses cheveux s'échappent du foulard que le soldat fait glisser. Ses cheveux, ils se dénouent et tombent sur ses épaules. Puis elle ouvre la bouche comme pour dire la surprise. Elle ferme les poings. Puis le soldat s'attarde en fouillant, en tâtant les seins, longuement. Et Mouret et Février regardent ça, sans rien dire. Puis Février approche de la fille, l'autre soldat se pousse. Février touche la djellaba et s'arrête lorsque la fille pousse un léger cri. Presque rien, avant de se réfugier dans le silence, là où sa colère doit se tenir à l'écart. Elle sait et se répète qu'il faut garder son sang-froid, surtout qu'elle n'éclate pas, sa colère, qu'elle ne hurle pas. Elle, il ne faut pas qu'elle hurle, qu'elle les insulte. Il faut attendre, il faut se taire. Mouret regarde Février et fait signe de laisser tomber. Février se détourne et revint vers le garçon. Tu ne veux rien dire? Tu ne veux pas parler? On va t'obliger à parler. Tu sais qu'on peut t'obliger, tu le sais.
Il approche, il hésite, il regarde le garçon dans les yeux, puis crache à côté de lui. Il regarde le garçon une nouvelle fois comme s'il voulait lui dire quelque chose, ou le comprendre, ou sonder son silence, sa peur, saisir quelque chose, y lire des aveux, des secrets. Il regarde le vieux, la femme, mais là il ne voit que des peaux fripées et burinées, et chez l'homme, un regard aussi mort que la jeunesse. Alors Février a presque peur et son regard enfin s'arrête sur la jeune fille. D'une main, il retient le haut de sa djellaba, de l'autre, elle essaie de retenir ses cheveux. Elle ne fixe pas le regard de Février ni celui des autres. On oblige le garçon à mettre ses deux mains à plat sur son crâne. Il pleure, en silence, simplement, les larmes embuent ses yeux et coulent sur les joues. Il n'y a aucune révolte ni colère dans son expression. L'aveugle ne bouge absolument pas, et la mère non plus. À peine détourne-t-elle le visage, baisse-t-elle un peu les yeux. Le garçon, lui, a les yeux grands ouverts sur les hommes, des yeux ouverts et brillants, comme s'ils reflétaient une hallucination. Et toujours du dehors, on entend les pleurs des bébés, un autre chien qui aboie, les plaintes des femmes, et puis cette odeur de brûlé qui se répand. Les pleurs des femmes et les lamentations sur la place, qui planent aussi dans l'odeur acide, âcre, de la fumée noire. L'odeur, la fumée qui s'infiltre et pique bientôt les narines et les yeux. Les hommes vont repartir, ils vont sortir. Février hésite, il regarde la fille, elle le sent. Les autres aussi le sentent, les soldats aussi. Mouret lui donne un coup sur l'épaule. Allez, viens. Ils sortent. Ils sont sur le pas de la porte lorsque Nivelle se retourne, sans prévenir, d'un mouvement sec et mécanique, sans réfléchir. On dirait qu'il revient sur ses pas. Quelques foulées, le corps raide. Il fait quelques mètres et prend son pistolet dans son ceinturon. Et sans regarder, sans réfléchir, droit devant, s'approche du garçon et lui tire une balle dans la tête. J'ai plusieurs De la poèmes. paix. J'ai plusieurs poèmes qui sont différents. Certains parlent de guerre, d'autres de paix. Pas plus de 6. Hein. Non, j'en ai. Mais je n'ai pas voulu lire tous. Bon, le premier, c'est de Mordillat, Gérard Mordillat. Ça s'appelle Gaz à 8. Je ne sais pas pourquoi 8. Il s'appelle Moujabed Bar, trisomique, en surpoids, sans défense. Il a 24 ans. Avec sa mère, ses frères, ses cousins, il vit à Chadjaya, un faubourg oriental de Gaza. Malgré les bombardements, 17 membres de la famille ont choisi de rester en ville pour s'occuper de lui. Moujabed dépend de sa mère pour tout, pour la toilette, la nourriture, le couchage. Le 3 juillet, des soldats israéliens percent le mur à l'arrière de la maison. Pour rentrer chez eux, en éclaireur, ils lâchent un chien de combat muni d'une caméra. Le chien attaque Moujabed à l'épaule, au torse, et le traîne au sol. Moujabed ne comprend pas ce qui lui arrive. Il caresse le chien qui le mord, lui répète doucement « Va-t'en, mon chéri, va-t'en » comme s'il jouait avec ses neveux ou ses nièces. Sa mère hurle « Laissez-le, vous voyez bien qu'il est malade, qu'il est trisomique. » Les soldats ne rappellent pas le chien. Ils ne veulent rien entendre, arguant qu'il y a des tireurs du Hamas dans le secteur. Moujabed gémit, réclame de l'eau, il saigne. Sa mère, une ancienne institutrice, supplie les soldats de la laisser soigner son fils. Elle a un kit de première urgence. Les soldats pointent leurs armes sur elle, la repoussent, menacent d'en finir si elle ne se tait pas. Pour s'en débarrasser, ils enferment Moujabed dans la cave. Puis ils chassent la famille. Pendant 2 jours, les hommes vident la maison, chantent, boivent, mangent, tout ce qu'ils trouvent, laissant le blessé à l'agonie. Moujabed, l'homme au cerveau d'un enfant, meurt dans la cave où il était enfermé. Son frère Michael dira « Il n'y a pas de justice, pas de pitié. Il y a tant d'autres morts innocents. Il y en aura encore beaucoup d'autres. » Israël ne répondra jamais de ses crimes.
Alors c'est un poème, c'est une histoire vraie. Voilà, entre autres. Par C'est Mordillat. qui l'auteur? Mordillat, Gérard Mordillat. Je connais pas. Romancier, cinéaste. Oui, Ah beaucoup oui, de mais beaucoup bon. de bouquins, voilà. Alors après, Scénariste. j'ai un jeune, un très jeune, bon, c'est une revue Marseille Édition, une revue. Ah, c'est Marsa de. Oui, de C'est Marie Marie, Virol. Marie Virol. C'est sa Virol, revue en gris, parce qu'elle a plus de sous. On lui a sucré ses subventions, vu ses prises de position pour Gisèle Halimi. On lui a sucré les subventions, donc elle ne peut plus éditer en couleur. C'est une super revue. Hein. Ouais, il y a de très bons textes. Elle a des textes. Voilà. Alors, il y a un jeune. Alors, elle a fait un dossier Palestine. Voilà. Un jeune poète de Limoges, très jeune, qui s'appelle Théo Plantefolle, dont elle a publié un recueil qui s'appelle Péremption. Alors, un poème de Théo, parce que bon, intercalé entre Mordillat et Aragon. Ces enfants n'ont pas eu l'impression de mourir. Ces enfants n'ont pas eu l'impression d'être en droit de rester des enfants. Ces enfants n'ont pas eu l'impression d'être en droit d'attendre. Ces enfants n'ont pas eu l'impression d'avoir eu le temps de quoi que ce soit. Ces enfants n'ont pas eu l'impression d'avoir été prévenus. Ces enfants n'ont pas eu l'impression que les flammes avaient été invitées à entrer chez eux. Ces enfants n'ont pas eu l'impression d'avoir cassé la moindre vitre. Ces enfants n'ont pas eu l'impression que le plafond pouvait tomber si vite. Ces enfants n'ont pas eu l'impression que tout s'écroulait autour d'eux. Ces enfants n'ont pas eu l'impression qu'il était légitime de détruire les bâtiments dans lesquels ils se trouvaient. Ces enfants n'ont pas eu l'impression d'avoir été des boucliers humains en forme de cible. Ces enfants n'ont pas eu l'impression de s'être comportés comme des assaillants. Ces enfants n'ont pas eu l'impression d'avoir été complices. Ces enfants n'ont pas eu l'impression qu'il aurait été possible de les confondre avec un groupe terroriste. Ces enfants n'ont pas eu l'impression d'avoir été des animaux humains. Ces enfants n'ont pas eu l'impression d'avoir voulu la guerre. Ces enfants n'ont pas eu l'impression que l'humanité avait été une seule fois en face d'eux. Ces enfants n'ont pas eu l'impression que les bombes qui avaient été envoyées sur eux pouvaient s'apparenter à de la légitime défense. Ces enfants n'ont pas eu l'impression que la morale pouvait, à un seul instant, utiliser contre eux des armes de destruction massive. Ces enfants n'ont pas eu l'impression qu'on leur avait demandé leur impression. Je l'ai lu parce que c'est un très jeune, pour montrer qu'il y a des jeunes quand même qui s'impliquent. Et puis un autre. Pas dans les structures. Il y en a beaucoup de jeunes qui s'impliquent. Mais Oui, oui, oui. pas dans les structures où nous on les attend peut-être. Bon, ah, c'est pas la même manière de C'est s'engager. pas du tout ouais. la même manière de s'engager. Oui. C'est des engagements qui sont Ouais, complètement différents. bah, t'as beaucoup de gens plus jeunes que moi, ou même de mon âge, ils s'imaginent qu'en likant une publication ou en la partageant, ça fait déjà du job, quoi. C'est voilà, c'est un peu ça aussi, une manière de voir un peu différente. Je sais pas, j'en lis deux autres. Vas-y. Un petit Aragon, par exemple. Pour conclure. Au hasard. Devenir l'arbre chargé d'oiseaux, loin de la guerre impitoyable. Devenir le pépinement matinal et frais du passereau, ignorant des combats qui font rage. Devenir la feuille frissonnante au vent doux, qui ne sait rien des oliviers sans récolte. Devenir le vent innocent, qui n'effleure pas la mer de gravats là-bas à Gaza, ou un petit orphelin, assis sur les ruines de sa maison, rescapé, terrifié, sidéré, n'a plus la force de pleurer. Devenir cette pierre moussue sous laquelle la belle salamandre attend la nuit tombée pour sortir, sans savoir que sous d'autres pierres, sous des décombres désordonnés et poussiéreux là-bas à Gaza, sont enfouis les parents de l'enfant, assis, immobiles et sans larmes, car il ne lui reste rien sous le ciel où pleuvent les bombes effroyables. Devenir le ciel qui ne répond pas, et pourtant c'est le même ciel là-bas à Gaza, d'où est tombée la mort des parents de l'enfant qui tremble et ne pleure pas. Devenir l'eau du ruisseau, le flot pur et courant vers la mer, rendre à l'enfant l'eau pour sa soif,
l'eau de ses larmes retenues, devenir l'eau, devenir les pleurs de l'enfant, pleurer sous mon arbre chargé d'oiseaux, dans mon pays habité d'indifférence, coupables et complices de ceux qui terrorisent et tuent les parents de l'enfant là-bas à Gaza. C'est moi qui ai écrit. Je me disais que tu étais le dragon. Entre Mordilla et Mahmoud Darwish, j'ai été publié. Voilà, il y a Aragon, alors si vous voulez Aragon, il est aussi. Cessez partout le feu sur l'homme et la nature, sur la terre et le champ, les jardins, les pâtures, sur la table et le banc, sur l'arbre et la toiture, sur la mer des poissons et celle des matures, sur le ciel où l'audace et l'oiseau s'aventurent, sur le passé de pierre où rêve la sculpture, sur les choses d'ici, sur les choses futures, sur ce cœur dans son cœur qu'une mère défend. Cessez le feu partout, sur la mère et l'enfant, sur les chemins ombreux que les amants vont prendre, sur les baisers ardents ou des baisers sans gendre, sur les yeux grands ouverts pour le plaisir entendre, sur les amours vannés qui laissent le bras pendre, sur le réveil heureux des désirs sous leurs cendres, sur cette douceur-là qui n'est jamais à vendre, sur les chuchotements qui font les lits si tendres, et de la tête aux pieds comprendre ce qu'on sent. Cessez le feu sur les caresses et le sang. Cessez le feu devant les crèches et l'école, initial balbutiement de la parole, et les boules de neige et le lait dans le bol, le rire au doigt levé, à tort des pigeons volent. Billes, saute-mouton, marelle, course folle, et deux font quatre, et do, ré, mi, fa, sol. Ô cahier de bâton, solfège et pèlement, ô douceur aux premières pages du roman. Voilà, Aragon.